Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit. Et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez zou, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, je te remercie beaucoup, Marine, d'être ici et de lancer cette deuxième saison de mon podcast Antipop et lancer aussi un nouveau format pour moi qui est un format interview où j'ai choisi d'inviter des podcasteurs et des podcasteuses à venir partager leur expérience de podcasteuse, mais aussi leur expérience d'expertes et de nous faire profiter d'un talent ou d'une compétence qu'ils ont développée pour leur podcast pour que à leur tour, les auditeurs et auditrices puissent passer à l'action et puis améliorer tout ce qu'ils font avec leur podcast. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes curieuses qui composent notre audience et dire ce que tu fais, qui tu es et de quoi parle ton podcast, s'il te plaît? Bien sûr, alors déjà merci beaucoup Anne-Claire pour ton invitation. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Marine Aubaré, je suis business designer au service des entreprises qui veulent associer une croissance stratégique en prenant soin du facteur humain de leur business. Pour ça, je fais de la transformation d'organisation à travers des process, je fais de la transformation numérique aussi, par exemple avec de l'automatisation. Et depuis le mois d'octobre 2022, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Work in Process. Et c'est un podcast en fait qui va parler de productivité, d'entrepreneuriat et d'expérience utilisateur. Pour moi, c'est les 3 valeurs clés qui permettent à n'importe quel entrepreneur de développer son business. Trop bien. Je suis hyper curieuse de toutes ces expériences de podcasteurs et podcasteuses et je trouve qu'il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton podcast? Est-ce que tu as eu un déclic ou un peu quelque chose que tu as vécu où tu t'es dit, il faut absolument que je lance mon podcast? Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai longtemps cherché la façon de m'exprimer qui serait le plus maintenable, le plus facile. Donc, j'ai commencé par YouTube. C'était pas forcément le plus facile, le plus maintenable. Et petit à petit, à force d'écouter des podcasts, je me suis dit, pourquoi pas moi, finalement? Et à force de discuter avec des podcasteurs, de faire une masterclass avec Caroline Mignot, je me suis dit, bah, je vais essayer, je vais voir ce qui se passe. Et finalement, 6 mois après, je suis toujours là. Trop bien. Donc là, on voit que tu appliques à tout ce que tu fais dans ton business. Et en fait, je t'ai pas invité par hasard, c'est que tu vas nous expliquer comment est-ce que toi, grâce à ton attrait pour l'amélioration, ton attrait pour créer les meilleures expériences efficaces, mais aussi humaines, tu as réfléchi à designer ce qu'on appelle une expérience invitée pour les invités des podcasts. Et ça, tu vas nous en parler en deuxième partie de l'interview. Mais du coup, je vais revenir à ton expérience de podcasteuse. Tu t'es dit pourquoi pas moi? Moi, je trouve ça très cool. Et tu as mis combien de temps entre l'idée d'avoir un podcast et octobre 2022, la publication de tes épisodes? Par quelle étape t'es passée? Alors, montre en main, j'ai mis 1 mois, puisqu'en fait, Caroline Mignot nous a lancé un challenge de sortir un podcast qui cartonne en 1 mois. Mm. Du coup, j'avais un peu la pression sur la deadline, pression bienveillante, bien sûr. Et du coup, les étapes par lesquelles je suis passée, bah, comme j'avais jamais monté ce type de média, puisque pour moi, un podcast, c'est vraiment un média, je me suis dit, bah, je vais le construire avec des personnes qui écoutent des podcasts. Pour ça, du coup, j'ai fait mon build-in public sur LinkedIn. Donc, un build-in public, c'est une méthode de construction d'un produit, d'un projet, etc. Et du coup, bah, toutes les étapes clés qui, à mon sens, étaient importantes dans un podcast, je les ai soumises au vote, aux avis de ma communauté.
Donc ça a été pour la couverture, par exemple, pour les thématiques, le nom, les publics que j'allais recevoir. Tout ça, finalement, je l'ai co-construit avec ma communauté. Trop bien. On voit que tu as cherché un cadre et que tu t'es vraiment engagé à 100% là-dedans. Un cadre qui va faciliter ta prise de décision pas à pas, te sentir accompagné. Déjà avec cette grosse deadline qui t'avait été fixée par Caroline. Et en plus, ta communauté qui te suit, qui t'aide à prendre des décisions. Moi, je suis fan de la démarche de Build in Public. Je l'ai aussi adoptée pour mon propre podcast et en fait pour un peu tout ce que je fais. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que ça t'aide à avancer. Et en plus, ça te permet d'être entouré et d'avoir des feedbacks qui sont justes et pertinents au fur et à mesure et t'assurer que tu fais pas des grosses conneries. Maintenant, ça fait 5 mois que Work in Process a été lancé. C'est quoi un peu ton bilan? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, en termes de statistiques, en termes de fonctionnement, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment tu te sens? C'est quoi ton bilan? Parce que j'imagine que par rapport à octobre, il y a des choses que tu as découvert en marchant, en apprenant. Peut-être que tu as eu des bonnes surprises, peut-être que tu as eu des déconvenues. Voilà, c'est un peu un état de lieu de 5 mois après. Comment tu te sens par rapport à ce projet que tu as lancé assez rapidement, en fait, finalement? C'est ça. Alors comment je me sens? Bah écoute, je suis assez confiante puisque, je peux dire maintenant que je commence à trouver mes marques. Ça a pris un peu de temps, puisque, j'ai dû tout apprendre depuis le début. La création d'un podcast, le montage d'un podcast, la diffusion et encore que sur ce sujet-là, je pense que je peux m'améliorer. Mais du coup, je suis plutôt confiante face à l'avenir de Work in Process. Il y a plein de choses chouettes qui se préparent, dans les mois à venir, mais pour ça, il faudra s'abonner et suivre les avancées du podcast. Et sinon, côté statistique, je suis plutôt contente parce que pour un projet qui, finalement, comme tu l'as dit, s'est fait très vite, sans connaissance particulière de ce média, j'en écoutais à titre très personnel, mais j'en avais pas produit. Du coup, je suis à peu près à 3 500 écoutes depuis le début. Et c'est une petite victoire pour moi, même une belle victoire, parce que je me dis, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Et voilà, pas mal de fierté, pas mal d'interrogations sur, justement les stratégies de diffusion, de promotion, un jour de monétisation. Mais en tout cas, je suis très, très contente et j'ai aussi le plaisir, 1 fois par semaine, d'avoir des super invités qui partagent des pépites, donc c'est génial. Trop cool. Aujourd'hui, il a quelle place dans ta vie, ce podcast? Tu as mentionné ton métier et le sujet de ton podcast est en relation avec ton métier. Comment est-ce que ça joue l'un avec l'autre? Qu'est-ce que il y en a un qui t'apporte quelque chose? Est-ce que ça a sens unique? Et voilà, c'est quoi un peu, la place du podcast, dans ta vie aujourd'hui, professionnelle? Mais aussi, oui, par exemple, comment tu t'organises, le temps que ça te prend et cetera? Je serais curieuse que tu m'en dises un peu plus. Alors déjà, il y a rien qui est à sens unique. Moi, j'ai un écosystème d'entreprise, tout est lié, que ce soit ma création de contenu sur LinkedIn, le podcast, l'émission client. Tout se nourrit en fait l'un de l'autre et c'est ça que je trouve génial, c'est que les épisodes que je fais, soit seul, soit avec mes invités, ils partent vraiment de situations très concrètes. Et je pense que c'est aussi pour ça que les entrepreneurs qui m'écoutent, ils s'identifient à ces problématiques-là. C'est parce que c'est des problématiques qui croisent tous les jours. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Pour la partie organisation, en termes de charge de travail, on va dire que le podcast me prend 1 à 2 jours par semaine, sachant que moi, je suis une adepte du batching, c'est-à-dire que je regroupe ma création de contenu sur des temps définis, donc ça me permet de gagner en productivité, ce qui fait que j'ai quasiment tout le temps de l'avance sur mon podcast. Par exemple, là, tu vois, mon planning édito est validé jusqu'au mois de mai. Mes épisodes invités sont tournés jusqu'à mi-avril. Ils sont programmés et du coup, derrière, il me restera, la partie, diffusion à faire, au fur et à mesure, quoi. Merci, pour tous ces chiffres, ces détails. Ça permet d'avoir une approche, concrète de, qu'est-ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit en vitrine de Work in Process. J'avais une petite question à te poser concernant le concept d'écosystème. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne, beaucoup tous les podcasteurs et podcasteuses, c'est-à-dire de prendre conscience que, le podcast, il doit s'intégrer au sein d'un écosystème et faire en sorte que si on a des actions de communication sur les réseaux sociaux, si on a un site internet, une activité, il faut vraiment réfléchir ça comme un tout et faire en sorte que le trafic circule, qu'on envoie bien les gens d'un endroit à un autre, mais aussi on forme une espèce de boucle vertueuse qui est fait que les actions qu'on fait, elles contribuent à un tout, en fait, à faire grandir un tout. Je serais curieuse de voir comment toi, tu as réfléchi à cet écosystème et comment est-ce que tu l'as pensé.
Alors, pour moi, le challenge, hormis de lancer un podcast qui fonctionne, ça a été de créer un nouveau canal d'acquisition. Je vois vraiment mon podcast comme ça, en plus d'inspirer, de donner des conseils très pratiques aux entrepreneurs. Je me dis, bah, mon podcast, vu que je vais y passer pas mal de temps au début, tant que je suis toute seule dessus, il faut qu'il me rapporte de business. Et c'est le cas aujourd'hui, maintenant, au bout de 5 mois, comme tu l'as dit, de travail intensif autour du podcast, j'ai des prospects, des leads qui viennent suite à l'écoute de mes épisodes. Et ça, c'est parce que j'ai construit une stratégie et j'ai construit un planning éditorial aussi, qui fait que, bah, en fait, mon podcast est tourné autour de mon expertise. Donc ça vient la renforcer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien qui a sens unique, ça renforce mon expertise et mon expertise nourrit le podcast. Ce que tu veux dire par mon podcast renforce mon expertise et mon expertise nourrit le podcast, c'est qu'en termes de ligne édito, en termes par exemple de sujets que tu vas aborder, tu t'assures que le contenu produit dans ton podcast va mettre en valeur par exemple des offres ou des services que tu développes par ailleurs. C'est bien ça? Alors, des offres ou des services, mais surtout une façon d'apprendre le business. Puisque moi, je fais un job qui est assez innovant, business design, en tout cas, il y a très peu de gens qui le font. Et ce qui est important pour moi, c'est que les gens intègrent cette façon de penser l'entreprise pour être vecteur de changement. Puisque mon travail, finalement, hormis de générer du chiffre d'affaires, moi, je suis là pour faire de l'impact, pour changer les codes du monde du travail, et le podcast est aussi là pour ça. Ok, donc ton podcast est là pour asseoir une position de thought leadership, c'est-à-dire un leadership de pensée et montrer comment toi tu réfléchis, quelles sont tes convictions, quelles sont les grandes aussi bases théoriques, les grandes croyances que tu as sur ton sujet de manière globale. Et ensuite, comme tu as une approche concrète, comme tu dis, les gens que tu reçois ton micro, les gens se projettent dedans parce que j'imagine vous traitez de cas concrets. Je dis j'imagine, mais j'étais invitée dessus, donc je sais déjà un petit peu. Et donc, il y a vraiment cependant, tu assois une pensée, une démarche et une envie de changer les mentalités. Donc ça, c'est ta vision ou ta mission en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, ta promesse, c'est que en écoutant ton podcast, on se rende compte de ce que ça fait de travailler avec toi. J'imagine que c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière Work in Process. C'est ça. Trop chouette. Alors, comme je l'ai mentionné il y a 2 secondes, j'ai été invitée sur ton podcast Work in Process et moi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que à partir du moment où tu dis OK, on se tape dans la main et on va faire une interview ensemble, eh ben, on est complètement accompagné de A à Z, donc du moment où on se dit on va faire une interview ensemble pour ton podcast jusqu'à la fin, parce que tu as designé ce que tu as appelé une expérience invitée. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que tu penses qu'il y a derrière ce mot de expérience invitée et comment est-ce que tu as eu l'idée de mettre en place ça sur ton podcast dès le début, puisque c'est un podcast qui est assez jeune et c'est quelque chose que tu fais depuis le début, il me semble. Oui, c'est exactement ça. Je l'ai même préparé avant de recevoir des invités pour gagner du temps. Donc ça, c'est la première raison. C'est Mm. pour faire gagner du temps à tout le monde. La deuxième raison, c'est pour limiter la charge mentale de mes invités, puisque je reçois beaucoup de chefs d'entreprise, toutes tailles confondues, et ces personnes-là n'ont pas beaucoup de temps. Du coup, bah, si elles doivent chercher des informations à droite à gauche, ça crée de la friction. Et si je crée de la friction, bah, je crée un mauvais épisode. Donc, en ayant une bonne expérience invitée, on limite ce risque-là. Pourquoi moi j'ai bossé là-dessus? En fait, je suis partie d'un constat assez simpliste. En marketing, on parle beaucoup d'expérience client. Je pense que les personnes qui écoutent ton podcast ont déjà vu ce terme quelque part. Mais du coup, on parle aussi d'expérience employée. Et pourquoi on ne parlerait pas finalement d'expérience invitée? Puisque si on y réfléchit bien, le client va participer à la création ou la destruction, selon les cas, de l'image de marque. Les collaborateurs, c'est pareil. Mais les invités d'un média, c'est exactement la même chose. Et mon but, quand je reçois quelqu'un sur Work in Process, c'est qu'on passe un bon moment. Donc, qu'il y ait le moins de friction possible. Parce que l'idée, c'est de mettre en lumière un entrepreneur ou une entreprise, en tout cas, parce que bah, cette entreprise n'a peut-être pas autant de lumière que ce qu'elle devrait. Et du coup,
Il faut limiter les frictions. Je comprends. Donc tu dis, en ayant la meilleure expérience invitée, la personne va passer un bon moment, donc elle va ouvrir tous ses chakras devant le micro et le contenu que je vais pouvoir enregistrer sera le meilleur possible. C'est un peu cette idée. Ça me fait penser à un slogan ou à une expression qui est quand la ruche va bien, les abeilles vont bien et le miel est bon. Et c'est exactement ça que tu as mis en place. Tu as fait une jolie ruche, les abeilles se sentent super bien et le miel à la fin, c'est donc le podcast que tu proposes, il est de qualité. Qu'est-ce que concrètement ça requiert une espérance invitée pour que ce soit un peu concret? Donc ça, on a l'idée théorique qui est derrière, l'intention qui est derrière. Qu'est-ce que ça recouvre une expérience invitée dans ton cas? Alors, la première chose, mais ça, normalement, toutes les personnes qui ont fait un podcast, je pense, sont passées par ces étapes-là, c'est définir la proposition de valeur du podcast. Ensuite, c'est de définir à qui il va s'adresser et qui sont les personas, les cibles qu'on veut inviter, parce que c'est pas toujours la même chose. Donc ça, c'est vraiment les prérequis avant de travailler son expérience invitée. Une fois qu'on a bossé ces prérequis-là, la première chose à faire, c'est de se mettre dans la peau de la personne qu'on invite. Pour reprendre mon exemple à moi, j'invite des CEO de PME, de start-up, des entrepreneurs. Ces personnes, elles courent après le temps. Je le sais parce que je suis entrepreneur, donc je le sais à quoi ça ressemble. Elles courent après le temps. Du coup, elles ont très peu de temps pour réserver un créneau. Elles ont très peu de temps pour chercher des informations et surtout, elles ne veulent pas chercher des informations. Parce qu'en plus d'être chefs d'entreprise, la plupart du temps, en tout cas, ils sont aussi parents, ou ils font du sport, ou ils font autre chose de leur vie. Du coup, le premier élément que j'ai construit quand j'ai travaillé mon expérience invitée, c'est la prise de rendez-vous. Il faut que cette prise de rendez-vous, elle soit le plus fluide possible, le plus simple et le plus rapide, et qu'il y ait toutes les informations essentielles que la personne va avoir besoin pour pouvoir bien faire l'enregistrement. Donc là, par exemple, c'est vous créez un calendrier, donc un outil qui permet de prendre des rendez-vous en ligne. Vous mettez un formulaire avec très peu de questions, du genre ton prénom, ton adresse mail. Si tu veux, tu mets le sujet de l'épisode de podcast. Et c'est tout. Ensuite, tout le travail il se fait en back-office. C'est-à-dire qu'il y a des rappels par mail automatiques ou par SMS, si vous avez pris par exemple le numéro de téléphone de la personne. Une fois que l'épisode est enregistré, il y a un autre mail automatique qui s'envoie pour recueillir son feedback. Comment est-ce que cette personne a vécu l'expérience? Et ça, c'est hyper important. Quand vous créez une expérience, ça vaut pour les invités, mais pour les clients, les collaborateurs, ça marche aussi. C'est comprendre ce que la personne a vécu pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pense, d'après le retour que j'ai, une bonne expérience invitée, mais je cherche toujours à l'améliorer. Même si c'est des petits détails, c'est des petits détails qui font la différence. Donc pour te donner un exemple très concret, Anne-Claire, toi tu as vu une première version de l'espace invité qui était très complète, où il y avait tout un parcours qui était défini, il y avait une vidéo d'onboarding, et il y avait une to-do list. Ça c'était la version 1. Maintenant je suis à la version 3,5. Et dans la version 3,5, il y a 2 parcours. Le parcours si t'es pressé, et le parcours si t'as le temps et que tu veux vraiment vivre l'expérience work in process à fond. Et pourquoi j'ai créé cette version 3.5? Simplement parce que il y a des entrepreneurs qui m'ont dit c'est génial le parcours que tu as fait, mais j'aurais pas forcément le temps de tout regarder. Du coup, je risque de louper des infos ou de pas te mettre des choses à disposition. Est-ce que t'as pas quelque chose de plus succinct? J'ai écouté ma cible, j'ai compris son besoin, j'ai pondu une solution. Génial. Donc, tu as utilisé 2 outils pour ça. Calendly pour la prise de rendez-vous, qui est l'étape décisive pour rentrer dans le tunnel et que je connais beaucoup de personnes qui en ont marre de relancer, de discuter avec leurs invités potentiels pour trouver un créneau, effectivement, faciliter la prise de rendez-vous. Calendly, c'est clé. Et quelque chose qui est sous-exploité, c'est le workflow qui est derrière. C'est cet élément de cette séquence email qui va envoyer des rappels ou des informations clés. D'ailleurs, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je vous conseille d'écouter l'épisode 2 de la saison 1 où Anne Fleur revient aussi en détail sur son usage de Calendly. Je pense que ça vous fera quelque chose de complémentaire par rapport à ce que Marine vient de partager. Et ensuite, un espace invité qui est sur Notion, où là, tu as réfléchi à des moods dans lesquels la personne est, ou même des personnalités. Je veux aller droit au but, ou je suis peut-être un peu plus contrôle freak et j'ai envie de tout comprendre avant de m'embarquer dans cette expérience invitée de Working Process. Et là, on a face à soi un espace sur Notion qui nous donne les informations dont on a besoin et les étapes qui vont venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet espace invité?
Alors, moi, comme je l'ai dit, il y a un questionnaire qui permet de recueillir le retour, le feedback de mon Mhm. invité. Le feedback, vous allez le recueillir sur le parcours de votre expérience invitée, mais aussi sur des éléments très concrets. Par exemple, est-ce que ça a été facile de prendre le rendez-vous? Est-ce que il n'y a pas eu de soucis pour se préparer à l'enregistrement? Puisque, faut savoir aussi, nous, on crée des podcasts, on commence à prendre l'habitude, et parmi les invités qu'on peut recevoir, il y a plein de gens qui ont jamais enregistré de podcast de leur vie. Du coup, ça augmente leur niveau de stress à des niveaux assez impressionnants. Et l'idée, nous, on est aussi là pour être des facilitateurs. C'est-à-dire que j'ai pas envie, moi, de recevoir un invité qui est hyper stressé, qui est tout contracté à mon épisode parce que bah, du coup, il va être moins dans l'expansion des choses qu'il pourra partager. Et l'expérience invitée, comme je disais tout à l'heure, elle est aussi là pour ça, pour qu'on passe un bon moment. Parce que bah, c'est ça qui va faire, je pense en tout cas, la différence entre un bon podcast et un super podcast. Génial. Et aussi, cette expérience invitée, elle se joue avant, elle a un impact pendant, puisque tu dis ça a un impact sur la façon dont se sent la personne, et donc sur sa capacité à partager, à transmettre des good vibes, etc. Ça a aussi un impact après, tu l'as mentionné, puisque ça fait partie, ça doit contribuer à ton image de marque. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus là-dessus? Je pense que j'ai une idée de ce que tu sous-entends, mais est-ce que cette expérience invitée, tu as vu des impacts sur la façon dont tes invités peut-être vont parler de ton podcast? Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Alors oui, ça c'est un premier exemple pour te citer celui-là, c'est que en créant une bonne expérience invitée, il y a plus de chances, c'est pas obligatoire, mais il y a plus de chances que son invité fasse une meilleure promotion de l'épisode. Pas en mode bon bah j'ai fait un épisode, c'était cool, et plutôt en mode j'ai été invitée chez Marine sur Work in Process, ça a été incroyable, j'ai été guidée du début à la fin, j'ai rien eu à penser, juste 3 petits trucs à mettre sur l'espace et c'était tout. Elle s'occupait, elle gérait tout. Et ça, en termes de retour utilisateur, bah, ça fait toute la différence. Ça facilite aussi l'acquisition de nouveaux invités pour le podcast, puisque s'ils voient qu'il y a une bonne expérience, ils se disent bon bah ok, Marine elle gère tout, j'ai pas trop à me stresser sur le sujet. Et on en parlait au tout début, ça génère aussi du business. Parce que comme ils ont eu une bonne expérience lors de l'interview, ils ont envie de travailler avec toi. C'est ça que tu as constaté? Alors ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que ces personnes me recommandent à d'autres professionnels, à d'autres entrepreneurs. Et du coup, en fait, c'est pas forcément j'ai un invité, il me génère du cash. Ça marche pas comme ça. C'est plus, je crée une relation avec mon invité. On enregistre un super épisode et on a beaucoup d'écoute. Derrière ça, bah, je fais du lead nurturing, c'est-à-dire je nourris mon réseau, cette personne-là, en lui amenant de la valeur, en prenant de ses nouvelles, en lui proposant des contenus qui peuvent l'aider par rapport à sa situation. Donc ça, c'est pas mal de travail aussi. On part sur de l'expérience client. Et ensuite, une fois que tout ça s'est créé, bah, parfois il y a des recommandations, parfois il y a des devis qui sont signés, parfois il y a les deux, parfois il y a rien, il y a juste une très bonne relation. Ce qui veut pas dire qu'il y aura pas du tout de travail, mais c'est juste que là, dans l'espace-temps où on est actuellement, il n'y a pas de mission pour l'instant parce qu'il y a peut-être pas de besoin. Mais en tout cas, je reste top of mind dans la tête de cette personne. Du coup, ton expérience invitée, si j'ai bien compris, elle s'arrête pas au moment où l'épisode est publié. Tu as prévu d'autres étapes pour continuer la relation avec tes invités après être passé dans Work in Process? Alors, c'est pas des étapes qui sont propres au podcast, c'est plus des étapes relationnelles, on va dire, comme tu peux avoir avec n'importe qui. C'est juste que bah, là, par exemple, tu vois, j'ai eu un invité qui a explosé les statistiques en termes d'écoute. Du coup, quelques temps après, je lui fais un message, j'ai dit, au fait, ton épisode, c'est encore la folie parce que je continue d'avoir des écoutes dessus toutes les semaines. Et du coup, bah, ça renouvelle l'expérience. Et la personne, elle se dit, tiens, c'est vrai, il y a X mois, j'ai fait un épisode avec Marine. C'était un super moment. En plus, les statistiques le montrent. Du coup, peut-être que je vais en reparler aussi. C'est marrant, c'est un des conseils que j'ai donné dans l'épisode 9 de la saison 1 du podcast Antipop, où j'explique comment est-ce qu'on peut impliquer davantage quelqu'un dans la promotion de l'interview dans laquelle il est passé et comment est-ce qu'on peut créer des super conditions, mais aussi une super relation pour que la personne se sente responsable et investie dans la promotion. Et cette idée d'aller le contacter en disant
tiens, voilà des infos sur les stats de ton podcast, qu'elles soient bonnes, ça peut piquer l'ego positivement et donc du coup créer un peu une victoire et célébrer cette chose que vous avez accomplie ensemble. Et si elles sont mauvaises, ça pique l'ego, mais la fierté cette fois et ça donne envie peut-être de plus promouvoir. Et toi, effectivement, ça, tu l'as intégré intuitivement dans ton process. Trop bien. Parce qu'en fait, en te posant cette question-là, moi, j'avais en tête un de mes clients, Baptiste, pour son podcast Le Nez dehors, qui avait carrément créé une communauté d'invités. Parce qu'ils étaient rassemblés autour d'une même thématique, avec des mêmes centres d'intérêt. Il avait créé une communauté d'invités qui se parlaient entre eux, etc. Donc ça peut être aussi une valeur ajoutée à passer dans un podcast, c'est qu'on a accès à une certaine communauté de personnes qui sont un peu VIP. Je sais que, par exemple, Pauline Grisoni, avec La Leçon, elle fait des soirées pour célébrer les anniversaires de son podcast. Bah, en invitant ses invités, ça fait qu'on se fait partie. Il y a un sentiment d'appartenance d'être passé par ce podcast. Et du coup, j'avais ça en tête. Mais peut-être que c'est une des choses que tu nous prévois pour la suite de Making Process. On verra bien. Peut-être. Trop bien. Si on devait terminer cet épisode en donnant un conseil concret des premières étapes à mettre en place pour ces podcasteurs et podcasteuses qui nous écoutent, qui disent vraiment Marine, elle a tout compris, moi aussi j'ai envie de m'y mettre, ça serait quoi les 3 premières actions à mettre en place pour aller dans ce sens de créer une super expérience invitée? Alors, hormis les prérequis que j'ai cités tout à l'heure, qui sont être bien au clair sur la proposition de valeur de son podcast, à qui on s'adresse et qui sont les personnes qu'on a envie de recevoir, donc ça c'est vraiment important de faire ce travail-là en amont. Le premier élément, je pense que c'est vraiment de se mettre dans la peau de sa cible qu'on veut interviewer. Si par exemple, vous faites un podcast qui reçoit par exemple des parents, pour parler de parentalité ou autre chose, vous devez vous dire que ces parents, par exemple, ils vont pas forcément pouvoir enregistrer un épisode le soir ou le mercredi après-midi. Parce que généralement, à ce moment-là, il y a des enfants au milieu. Du coup, quand vous allez proposer des rendez-vous, que vous pouvez faire avec Calendly, mais il y a plein d'autres outils à disposition, c'est de prendre en compte leurs contraintes, mais aussi les vôtres, que vous soyez parent ou pas, pour proposer des choses qui vont aux deux. Donc ça crée une belle expérience des deux côtés. Deuxième point, c'est se demander quelles sont les informations indispensables que mon invité doit avoir sous le nez, sous le coude, pour pouvoir bien préparer l'épisode. Ça va être par exemple le lien vers la visio pour pouvoir enregistrer. Ça va être lui donner des conseils aussi, parce que comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui n'ont jamais enregistré de podcast. Du coup, c'est lui dire, par exemple, mets-toi dans une pièce où il n'y a pas d'écho, essaie si tu peux d'avoir des écouteurs, un micro, pense à bien boire avant, à te reposer la veille si tu peux, voilà, donner des petits conseils pratico-pratiques. Et le dernier point, ça vient plutôt au niveau de la diffusion du podcast. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un des points qui peut pêcher le plus, parce que enregistrer, c'est bien, mais souvent, après l'enregistrement, les invités disparaissent, parce que ils ont leur vie aussi. Au niveau de la diffusion, moi, je reviendrai vers l'invité en lui posant des questions, en lui disant, voilà, comment ça s'est passé pour toi l'enregistrement? Est-ce que tu vois des points d'amélioration? Et surtout, tenir informé régulièrement son invité de où en est l'épisode. Par exemple, moi, tu vois, quand je programme mes épisodes du mois, mes épisodes invités, à chaque fois dans la foulée, je fais un message sur LinkedIn à mon invité, je lui dis, hey, je viens t'annoncer que l'épisode est programmé pour tel jour à telle heure, avec un petit smiley qui fait la fête. Du coup, si tu veux en faire la promotion, j'ai créé une page qui te facilite ce travail avec des éléments de communication. Et je lui mets le lien. Comme ça, la personne, elle n'a pas à aller sur le Notion à chercher partout. Elle ouvre son LinkedIn, elle a le lien et elle peut préparer son post. Génial. Tu utilises le concept de différenciation tardive qui est un des nudges pour aider les gens à passer à l'action. Donc, c'est trop bien que tu nous partages tout ça. Trop chouette. Enfin, j'aime bien terminer les interviews en proposant à mes invités de partager une ressource, un podcast, un livre qu'ils aiment bien et qui leur ont été utiles dernièrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête spontanément
tu aurais envie de partager avec les auditeurs et les auditrices. Ce n'est pas obligé que ça ait à voir avec le podcast, parce que moi, je trouve ça tellement bien d'aller voir ailleurs ce qui se fait, de l'appliquer à son propre domaine. C'est l'assurance d'être créatif et c'est l'assurance de ne pas faire comme tout le monde. Donc surtout, sens-toi libre de partager tout ce que tu as envie de partager. Du coup, je peux te partager 2 ressources. Alors la première, ça va être un podcast que j'ai découvert il y a très très peu de temps, grâce à Caroline, encore une fois. Ce podcast, il s'appelle Extramuros. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts business, du coup. Mais je trouve que la façon dont sont tournées les interviews sont hyper sympas. Et en fait, moi, ça vient me stimuler sur ma propre façon de mener des interviews. Donc ça serait la ressource business. La deuxième ressource que j'aimerais partager, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, c'est un livre qui s'appelle À fleur de peau. J'ai plus le nom de l'auteur, mais à la limite, je le chercherai et puis je te le Je donnerai l'indiquerai. plus tard. En fait, c'est un bouquin qui permet de mieux comprendre l'hypersensibilité. Alors moi, je suis hypersensible, du coup, ça m'a énormément aidé dans mon cheminement personnel, mais aussi professionnel. Je sais qu'on n'est pas tous hypersensibles, par contre, c'est sûr à 100% que dans votre entourage, il y a au moins une personne qui soit hypersensible. Du coup, je pense que, par égard pour cette personne-là, qui souvent est mal comprise, bah, ce bouquin, il permet de donner des clés très activables, très pratiques, pour se mettre à la place de l'autre finalement. Parce que, encore une fois, quand on se met à la place de l'autre, bah, il y a moins de friction, il y a une meilleure compréhension et toutes les relations se passent mieux. Et à la fin, la ruche va bien et le miel est bon. Merci beaucoup, Marine. Je trouve ça trop chouette tout ce que tu nous as partagé. Je suis sûre que ça va avoir beaucoup de valeur et ça va créer beaucoup de super expériences, de super interviews et puis de personnes heureuses, podcasteurs, podcasteuses, mais aussi interviewées. Et je serais super contente, super curieuse que toi qui nous écoutes, tu viennes nous parler à Marine et à moi de ce que ça t'a appris, de ce que ça a fait comme déclic dans ta tête et surtout, 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 ce que tu as mis en place après avoir écouté cette interview. Merci beaucoup Marine d'être venue au micro de Antipop. Je te souhaite une super après-midi et puis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.